Jungle. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission de Lomé à Libreville, d'Alger à Johannesburg. La lutte anti-Covid-19 à l'ordre du jour au quotidien sur le continent. Le Togo, notre pays, ne baisse pas les bras dans cette guerre contre la pandémie, même si la courbe de contamination ne cesse de grimper. Les réalités, les mesures de prévention, les actions du personnel soignant et du gouvernement togolais, sans oublier les statistiques liées à ce virus, on en parle en studio avec l'invité du jour. Il s'agit du docteur Kaolo Assima, médecin de la santé publique, directeur de la santé, préfecture du Golfe et à Gouenivé. Théo Ajavon est à la mise en onde. Théo et l'homme à devant s'occupe de la vidéo de cette émission à retrouver sur la page de Radio Sport FM tg.com. Je suis Angelo Folikwe. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous. Alors, nous allons dire bonjour à notre invité, Kaolo Assima. Docteur, bonjour. Bonjour Angelo. Comment vous portez-vous ? Je vais très bien, oui, si on peut le dire. On sait très bien qu'aujourd'hui, vous êtes pratiquement sur tous les fronts. Oui. La santé, ça va? La santé morale, physique, tout est au point, ça va chez vous? Je pense que c'est compliqué, mais on tient le coup. En tout cas, nous profitons pour également saluer le personnel soignant qui reste mobilisé dans la lutte contre le Covid-19. Vous faites un travail suffisamment lourd ces derniers temps. Oui, je remercie également tous mes confrères qui sont de l'autre côté du CHR Lomé Commune et dans toutes les unités de prise en charge dans les districts sanitaires. Je fais également un clin d'œil à tous mes collaborateurs, et notamment les personnels soignants dans le district sanitaire du Golfe et d'Agonivé. Je leur fais un clin d'œil. Voilà, ils en ont besoin parce que se soutenir, se serrer les coudes dans cette période est plus qu'indispensable. Alors, docteur Kaolo Assima, on sait très bien que le gouvernement togolais a mis en place un site officiel où on recense les différents cas. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, quelle est la situation ? La situation épidémiologique aujourd'hui est marquée par un total confirmé de 301. Donc, vous savez que le cas index au niveau du pays, le premier cas, c'était depuis le 5 mars 2020. Donc, du 5 mars jusqu'à ce jour, jusqu'à ce qu'on rentre dans les studios de Sport FM, on a dépisté au total 301 cas. Alors, bien évidemment, parmi les 301 cas, 104 personnes ont été guéries. Et malheureusement, il y a eu 11 décès. Donc, quand nous déduisons les 11 décès, les 11 décès plus les 104 guéris, des 301 confirmés, nous avons au total 186 cas qui sont malades actuellement, qui sont dans les unités de prise en charge à Lomé, c'est au niveau du d'Aoba et du CHR Lomé Commune. Également à l'intérieur du pays, dans les districts sanitaires, il y a des sites de prise en charge qui ont été créés également. Je rappelle que il fallait, pour arriver à ce total de cas positifs dépistés, il fallait faire, on a eu à faire 12 613 tests, à peu près 12 613 tests. Alors, docteur Kaolo, par rapport à ce processus de test, quelle est la procédure mise en place? Est-ce que ce sont les patients eux-mêmes sentant un début de symptômes qui se déplacent ou ils appellent le 111 ou y a-t-il d'autres canaux qu'ils exploitent? D'accord. En la matière, je pense que le Togo, chaque pays a fait son choix et le Togo a fait le choix de tester les cas les cas suspects, d'accord, de tester les voyageurs, de tester également des personnes à risque. C'est ce choix que le pays a fait. Alors, pour les cas suspects, souvent c'est dans les formations sanitaires, ou peut-être au cours d'une consultation normale, tu viens pour des signes de paludisme, maux de tête, fièvre. Peut-être tu peux venir au décours de ces signes et le prestataire peut juger bon de faire une exploration par rapport au Covid. Oui. Donc, directement, si c'est une formation sanitaire, il y a des salles d'isolement qui sont mises en place à cet effet. Donc, le patient est directement mis dans une salle d'isolement et il y a une équipe d'intervention rapide qui est dans tous les districts sanitaires du pays qui sont là. Donc, le prestataire de la formation sanitaire fait appel à l'équipe d'intervention rapide du district qui vient investiguer et qui fait le prélèvement. Alors, dès lors que le prélèvement est fait, le patient doit attendre les résultats
et avant qu'on ne puisse le libérer. Donc, si le résultat est positif, soit il est transféré, si c'est au Grand Lomé, il est transféré soit au CHL Lomé commune ou à l'Étel et Daouba. Si c'est à l'intérieur du pays, il y a également des sites qui sont créés. Il y a aussi les voyageurs. Aujourd'hui, on sait que cette maladie, ce n'est pas seulement au Togo, c'est une pandémie. Elle traverse toutes les frontières. Voilà, toutes les frontières, une pandémie. Donc, tous les continents, tous les pays sont pratiquement concernés. Donc, quand le pays a également fait un choix, quand un voyageur arrive au niveau du pays, nous le dépistons systématiquement. Donc, le système de surveillance épidémiologique essaie de les repérer et ils sont dépistés systématiquement. Ils sont mis en quarantaine, donc pour ne pas dire en quatorzaine. Donc, ils sont mis en quarantaine, il y a un suivi qui est fait. Et au bout du suivi, s'il y a un signe suspect, si présente un signe suspect, on fait le prélèvement également. Mais si au cours du suivi, il n'y a pas de signe suspect, nous attendons généralement le 14e jour, qui est la période d'incubation de la maladie. Donc, après le 14e jour, on fait un test et qu'on reconfirme 2 jours plus tard. Il y a aussi les contacts qui sont également prélevés. S'il y a un cas avéré, nous recensons tous les contacts de ce cas et ces contacts sont suivis matin et soir pendant 14 jours. Donc, au cours du suivi, c'est le même processus. Au cours du suivi, s'il y a un signe suspect de la maladie, donc on prélève. Maintenant, s'il n'y a pas de signe, on attend le 14e jour et on fait le prélèvement. Si c'est négatif, on reprend 2 jours plus tard. Alors, il y a aussi nous avons parlé des voyageurs, oui. Nous avons parlé des contacts. Oui, des contacts. Oui. Et des cas suspects. Oui, des cas suspects également. Oui. Voilà. Il y a un troisième niveau. Ce troisième niveau, c'est les cas à risque, les personnes à risque. Qu'est-ce que vous mettez dedans? Voilà, les personnes à risque, c'est ceux qui sont beaucoup plus exposés à la maladie. Donc, on ne peut pas dire que celui qui vend peut-être Botocoin au bord de la route, ou bien peut-être chez lui, à sa devanture, oui. On ne peut pas dire qu'il est beaucoup plus exposé qu'un agent de santé qui reçoit tous les malades au centre de santé. C'est un exemple que je donne. On ne peut pas également dire qu'un menuisier est plus à risque que celui qui travaille à l'aéroport, ainsi de suite. Donc, par rapport à cela, le gouvernement a mis en place une étude. Et cette étude voudrait qu'on prélève plus souvent les agents de santé. D'accord. Et ceux qui travaillent dans les marchés. Ceux qui travaillent dans les marchés, que ce soit vendeurs, surtout les vendeurs, des fois aussi les acheteurs, et puis également le personnel qui travaille dans ces marchés, le personnel administratif qui travaille dans ces marchés. Donc voilà à peu près au jour d'aujourd'hui les personnes qui sont ciblées par les tests. Voilà. Merci pour toutes ces précisions. Alors, il y a également ce cas que l'on vit chaque jour. On a l'impression qu'aujourd'hui, je parle sous votre contrôle, que lorsqu'on ressent peut-être un début de paludisme, on a peut-être peur d'aller désormais à l'hôpital pour des cas, on peut dire, assez basiques. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ressentez une certaine diminution au niveau je dirais, les patients qui doivent venir, la fréquentation, oui. Ou soit beaucoup se mettent à l'automédication? Quelle est la tendance aujourd'hui? Oui, la tendance aujourd'hui, c'est que le taux de fréquentation, le taux d'utilisation de nos formations sanitaires a fortement chuté. La peur est passée par là. Oui, la peur est passée par là. La psychose. La psychose, les gens se disent... Il ne faut pas que j'aille à l'hôpital et aller choper le virus. Donc, mais je pense qu'il est bien vrai que le Covid est là. Nous tous, nous sommes conscients de cela. Oui. Mais parallèlement, les autres maladies continuent de tuer, en fait. Les autres maladies continuent de tuer. Le paludisme, les affections courantes qui sont là. Les maladies chroniques. Donc, c'est ici le lieu d'inciter la population à continuer toujours d'utiliser les structures de santé, parce que toutes les dispositions sont mises en branle également de ce côté. Les mesures de distanciation sont vraiment respectées, le lavage des mains systématique, il y a une tri de malades qui est bien fait et organisé et tout. Donc nous incitons vraiment les usagers à vraiment continuer par fréquenter le structure de santé, parce que nous ne voudrons pas, à la fin peut-être le jour où on va éradiquer le Covid, peut-être que c'est une autre épidémie qui va apparaître.
Par exemple, nous avons les vaccins contre, c'est un exemple que je donne, Oui. contre la rougeole, et que nous donnons aux enfants de 9 mois à 15 mois. Donc, supposons que les mamans n'amènent pas les enfants pour les vaccinations, et nous sommes là. C'est à la fin du Covid, c'est une épidémie de rougeole qui va s'abattre sur nous. Exactement. Il y a également une épidémie qui est en cours actuellement dans le pays. Donc, la riposte était engagée depuis la fin de l'année passée. C'est la poliomyélite. Il y a la poliomyélite qui refait surface. Oui. Donc, il y a eu des ripostes vaccinales qui ont été faites au nord du pays et dans la région centrale. On s'apprêtait à organiser une riposte au niveau de la région Lomé commune et de la région maritime quand le Covid s'est abattu sur nous. Donc, c'est le lieu vraiment de rappeler les parents, de rappeler toute la population, les usagers, vraiment, à fréquenter les structures de santé parce que parallèlement au Covid, les autres maladies continuent toujours de faire leur chemin. Docteur Kalao, on constate que la courbe de contamination grimpe de jour en jour ou bien de semaine en semaine. Alors, qu'est-ce qui l'explique quand on sait qu'il y a eu auparavant 2 ou 3 jours même où on avait 0 cas au Togo? 0 cas de contamination, bien sûr, bien de nouvelles contaminations. Voilà. Oui, la courbe de contamination est vraiment en hausse, comme vous l'avez dit, mais je pense qu'on ne devrait pas vraiment être surpris. Si vous vous rappelez bien, le 6 mars, on peut dire que pratiquement dans le mois de mars, les cas provenaient de l'eau. Oui. Les cas provenaient du Grand Lomé. Exact. Les cas provenaient du Grand Lomé. Et donc, c'était les voyageurs. Donc, c'est les voyageurs. Donc, après ces voyageurs, si vous vous rappelez bien, entre le 17 et le 19 mars, il y a eu Air France. Il y a eu beaucoup de voyageurs, les Togolais qui sont revenus de l'Europe, voire même des États-Unis d'Amérique. Et donc, parmi eux également, on a recensé des cas positifs. Après un suivi qui a été régulé dans le Grand Lomé. Mais je pense que cette vague de voyageurs, on a quand même maîtrisé. Le gouvernement a mis du sérieux là-dessus. On a vraiment mis du sérieux. Le gouvernement a mis du sérieux. Le gouvernement a mis les moyens. Les structures de santé, les agents de santé, tout ça, à tous les niveaux, au niveau central, au niveau région, au niveau district. Je pense que les gens ont vraiment mis du sérieux. Et c'est ce qui expliquait à un moment, il n'y avait pas beaucoup de cas. Des fois, même, il y avait 0 cas. Il y a eu une semaine, même, on a fait 4 jours sans cas. Exact. Voilà. Bon, le phénomène actuel, il s'explique comment? Le Ghana a fait ce qu'on appelle le confinement. Ça veut dire que personne ne sortait. Tout le monde était confiné chez lui à la maison. Et au bout d'un temps, le Ghana a déconfiné. Le Ghana a déconfiné. Bien évidemment, quand on avait confiné, il y a des Togolais qui y étaient. Donc, vu qu'il y avait des confinements, personne ne devait sortir. Donc, ils étaient restés là-bas. Donc, quand il y a eu le déconfinement, bien que les frontières étaient fermées, vous connaissez bien nos frontières au niveau de l'Afrique. Voilà, il y a des points d'entrée qui sont officiels, mais il y a beaucoup de points d'entrée non officiels, donc, où les gens passent. Donc, je pense que ce sont eux qui sont revenus du Ghana et on a commencé par avoir des cas. Donc, il y avait eu... il y a de cela 2-3 semaines, 11 cas à Tcharbanga, dans le Mo, dans la région centrale. Tous étaient revenus de voyage. Quand vous voyez le long de la frontière ouest du pays, donc quand on prend les districts de Bassar, de Loti, de Tone, il y a vraiment eu beaucoup de cas. N'oublions pas également le Burkina Faso. Le Burkina Faso également, il y a des frontières, en tout cas des ouvertures non officielles où les gens passent tout le temps. Et on arrive à mettre la main sur certaines personnes, d'autres non. Donc c'est au décours de certains symptômes et autres qu'on arrive à les dépister. Donc aujourd'hui, on peut dire que toutes les régions sont atteintes. Au Togo. Au Togo. Du point de vue sanitaire, le Togo a 6 régions sanitaires. Toutes les 6 régions sanitaires sont atteintes. Est-ce que ça ne crée pas une certaine inquiétude au sein de la population? Oui, ça doit créer une certaine inquiétude. Ça doit nous amener à prendre conscience du mal. Oui. Donc, comme je le disais, les 6 régions sanitaires sont atteintes. Et sur les 44 districts sanitaires, il y a 33 qui sont déjà atteints. Donc, il y a au moins un cas dans 34 districts sanitaires 34 districts sanitaires sur 44 au niveau du pays. Donc, nous disons que le mal est vraiment là et nous devons mettre l'accent sur la prévention parce que
il n'y a pas encore de médicaments, malheureusement. Il n'y a pas encore de médicaments, il n'y a pas de médicaments curatifs, il n'y a pas un vaccin contre cette maladie. Donc, l'arme qui nous reste actuellement, c'est la prévention à travers le respect des mesures barrières. La réalité, elle est là. Au jour le jour, les Togolais font face à ce virus-là qui devient pratiquement, on peut dire, leur actualité ou celui-là qui les suit pratiquement partout. Alors dites-nous, docteur Kalao, il y a également quand même un aspect important. Il y a des guérisons qui sont enregistrées. Comment est-ce que le gouvernement togolais, au niveau du processus médical, arrive à apporter une telle satisfaction au niveau des patients, certains patients? D'accord, oui, je pense qu'il y a au total, sur les 301 cas confirmés, il y a au total 104 personnes qui sont sorties guéries. Donc c'est le lieu également de faire un clin d'œil aux soignants, notamment ceux qui sont au CHR Lomé Commune. C'est là-bas que la prise en charge a démarré. Et ceux qui sont également à Idaoba et ceux qui sont à l'intérieur du pays, donc partout. Même à Dapan, la semaine passée, dans la région Savane, il y a eu 4 patients qui sont guéris et ils sont sortis de l'hôpital. Donc, alors, comment le processus de prise en charge? Donc, au début, tous les patients qui étaient positifs étaient admis au centre de prise en charge. Et il y avait une prise en charge symptomatique. Symptomatique, ça voudrait dire que quand tu présentes un symptôme, donc on essaie de te donner un médicament contre ce symptôme pour te soulager. Donc quelqu'un qui a la fièvre ou bien quelqu'un qui a les maux de tête, on lui donne du paracétamol ou bien un antalgique pour faire baisser la fièvre ou pour diminuer les maux de tête. Vous toussez, on vous donne un antitussif. Donc c'est ce qui était fait. Donc juste après, peut-être 2 semaines après, le pays a fait un autre choix. Le pays a fait un autre choix de mettre les malades sur un protocole thérapeutique. Donc c'était le protocole qui avait été utilisé ailleurs, donc sur la base des études d'observation. Donc c'est le protocole qui utilise l'hydrochloroquine plus un antibiotique que nous appelons de l'azithromycine. Dans un premier temps, ce protocole était donné seulement à ceux qui ont des facteurs de risque de la maladie, ou bien ceux qui ont des maladies chroniques, ou ceux qui présentaient des facteurs de gravité. Donc c'était seulement à ces personnes, ces patients qu'on donnait ce protocole. Ensuite, il y a eu également une décision qui a été prise en concertation, bien sûr, avec le comité scientifique mis en place par le chef de l'État, c'était de mettre systématiquement tout le monde sous ce protocole. Que tu aies des symptômes ou pas, tu aies un facteur de risque ou pas, que tu aies une maladie chronique ou pas, on devait mettre tout le monde sous ce protocole. Et actuellement, c'est ce protocole qui est en cours actuellement. Et qui marche. Qui marche, oui. Bon, nous pouvons le dire parce que ce protocole actuellement est battu en brèche par certaines études. Oui. Et qui déclarent que ce protocole n'est pas efficace sur le Covid-19. Nous attendons de voir. Et nos chercheurs également, peut-être, ils vont aviser, peut-être également d'autres chercheurs. Sinon, nous avons appris au cours de la semaine écoulée qu'il y a des études probantes qui ont prouvé l'inefficacité de ce protocole thérapeutique sur le Covid-19. Alors, nous avions parlé tout à l'heure des personnes contaminées qui parfois sont guéries et qui retournent chez elles. Dites-nous exactement, une personne contaminée qui est guérie, peut-il être recontaminé dans les jours, les semaines, les mois qui suivent après son traitement? Formellement, je vais te répondre en disant oui. Oui, le virus, le Covid-19, c'est en décembre 2019 qu'il a été découvert. Donc, les études sont en cours pour vraiment cerner ce virus, tout le mode de contamination et tous les autres aspects sont en cours de recherche. Logiquement, pour beaucoup de maladies virales, c'est des maladies immunisantes en ce sens que quand tu fais la maladie, tu ne refais plus la maladie. C'est le cas par exemple de la varicelle, de la rougeole. Ça vient une seule fois. Une seule fois. Ça veut dire que dès lors que vous êtes en contact avec le virus, ton organisme produit suffisamment d'anticorps pour que si demain tu rentres encore en contact avec l'antigène, avec ce virus, pour que ces anticorps puissent te défendre. Alors pour
le Covid-19, les études étant en cours, on ne pouvait pas se prononcer. Mais moi, aujourd'hui, avec un peu de recul sur la base des observations, je peux dire oui. Parce qu'il y a des chercheurs qui sont d'avis partagés. Il y en a qui disent non, quand tu fais le Covid-19, tu ne pourras plus le refaire. Et il y en a qui disent non, c'est faux. Il y en a qui disent non, que les études sont en cours, on verra bien. Alors, on a rapporté dans les autres pays des cas de recontamination. Au Togo également, il y a des cas de recontamination. Ah bon? Oui, bien sûr. Moi, je Mais on n'en parle pas assez, docteur Kalao. Non, on en parle. On en parle. Si vous allez sur le site du gouvernement, je pense que ça a été détaillé la semaine passée. Moi, je connais personnellement un patient. Il est guéri, il est sorti du CHL commune et tout, c'était bien. Et il était resté en contact avec un collègue du CHL commune et il lui faisait part de temps en temps des symptômes qu'il avait. Donc il lui a signalé qu'il était un peu fatigué et tout. Et donc ce collègue nous avait contacté pour qu'on puisse faire le prélèvement et voir. On a fait le prélèvement. Il était positif. Actuellement, il est encore admis au CHL commune. Donc, ça voudrait dire que si tu fais la maladie, tu rentres chez toi, on te déclare guéri, alors tu dois toujours continuer par respecter les mesures barrières. C'est important. C'est très, très important. Donc, on ne doit pas dire, on a fini, là, on a fait la maladie, on est guéri. Non. Quand tu ne respectes pas les mesures barrières et autres, tu vas encore rentrer, tu vas refaire la maladie. Voilà. Docteur Kalao Assima, il est avec nous. Il est médecin de la santé publique, directeur de la santé au niveau de la préfecture du Golfe et à Guenivé. Nous sommes de retour dans le studio Messanyamé pour la suite fin de cette émission, réservée à la lutte contre le Covid-19. Nous continuons également de saluer les efforts du gouvernement togolais, tous les médias mobilisés contre justement ce virus qui fait partie désormais de notre quotidien. Nous sommes en studio avec le docteur Kalao Assima. Je rappelle qu'il est médecin de la santé publique, directeur de la santé au niveau de la préfecture du Golfe et à Guenivé. Alors, docteur Kalao, on va parler des mesures barrières désormais devenues une habitude, même si certains n'ont pas, cette facilité de les respecter. Avec vous, on va encore continuer de sensibiliser la population en ce qui concerne les mesures barrières. Comme nous le disons tantôt, il n'y a pas de médicaments spécifiques pour le Covid-19. Donc, la seule arme efficace que nous avons, c'est la prévention. Et cette prévention, elle passe par le respect des mesures barrières. Et pour aller aux mesures barrières, nous allons peut-être un peu exposer le mode de contamination de la maladie, du Covid-19. Donc, le Covid-19, il est contenu dans la salive, dans les... comment l'appelle-t-on? À part la salive, il y a en tout cas, les projectiles, ce que nous émettons quand nous parlons, quand nous toussons, quand nous éternuons, tout ce que nous mettons, le Covid est contenu dans tous ces projections. Il n'est pas dans l'air. Il n'est pas dans l'air. Précision. Le Covid n'est pas dans l'air. Voilà. Il n'est pas dans l'air, on le précise. Mais nous le disons, en l'état actuel des connaissances, il n'est pas dans l'air. Mais je l'ai dit aussi, les études sont toujours en cours pour mieux cerner le virus. Alors donc la transmission, donc c'est le contact. Quand tu projettes ces liquides, ces fluides, et que ça rentre en contact avec votre bouche, votre nez, donc vous avez bien les yeux, vous avez la maladie. Si ici, je laisse les déjections, la salive sur cette table, et que quelqu'un vient ramasser sur sa main, donc lors que le virus est sur votre main, vous ne faites pas encore la maladie, vous n'avez pas encore le virus dans votre corps. Donc, et que vous amenez votre main au niveau de la bouche, au niveau du nez, vous faites la maladie. Donc, c'est pour cela nous disons, il faut se laver les mains régulièrement. Se laver les mains régulièrement avec de l'eau et du savon, ou bien quand l'eau et du savon est disponible. Maintenant, si l'eau, vous êtes quelque part où il n'y a pas
l'eau, il n'y a pas de lavabo, il n'y a pas un dispositif de lave-mains, Oui. vous pouvez utiliser le gel hydroalcoolique pour vous laver la main. D'accord. Donc, se laver les mains, je l'ai dit, peut-être que tu as le virus dans ta main, tu n'as pas encore la maladie. Si tu vas laver tes mains, tu vas laver ta main instantanément ou bien régulièrement, ça veut dire que tu élimines le virus parce que le virus, le lavage des mains avec l'eau et le savon tue le virus. L'utilisation du gel hydroalcoolique également tue le virus. L'alcool à 110 degrés tue le virus. Est-ce que l'eau et la cendre tuent le virus? Oui, l'eau et la cendre tuent le virus également. Bon, ça a été démontré que la cendre joue également le rôle de savon. Donc, dans les contrées où les gens n'ont pas assez de moyens pour s'acheter du savon, je pense que s'il y a de la cendre, ils peuvent l'utiliser. Même moi, je le dis, le moyen le plus efficace, c'est de se laver les mains avec du savon. Et surtout que la santé n'a pas de prix, docteur. La santé n'a pas de prix. Donc, je le dis également, cette maladie Covid-19 est venue nous montrer que nous, les Togolais, nous sommes vraiment solidaires. La preuve, le gouvernement a mis en place un outil que nous appelons Vici. Donc, on doit vraiment s'entraider. Exact. Si mon ami à côté ou bien un voisin à côté, je sais qu'il a des difficultés pour s'acheter du savon, peut-être de temps en temps, quelques paquets d'omo, un peu de savon liquide, également, ça peut aider. Voilà. Donc, nous revenons sur en omo-éton. Oui, le lavage des mains que vous venez d'expliquer. Le lavage que je venais d'expliquer, parce que si tu as le virus sur la main, tu ne fais pas encore la maladie. D'accord. C'est dès lors que tu envoies ta main au niveau de la bouche, ou bien au niveau du nez, ou bien au niveau des yeux, que le virus rentre dans l'organisme. L'usage des masques, docteur Kalao. Voilà. Kalao. Oui. Voilà. Pour les masques, comme je le disais également, quand on porte les masques, tu portes le masque, je le porte, ça voudrait dire que tu me protèges, je te protège. Vous comprenez un peu? Il est bien vrai qu'il y a certains masques qui ne sont pas très, très adaptés. Au fait, le virus, c'est une question de particules, c'est de l'ordre du micron. D'accord. Voilà. Donc, par exemple, les masques qui sont faits à base de pagne ne sont pas tellement efficaces. Mais ce que nous disons au début, on a tergiversé de dire ah non, le masque c'est pour les malades, le masque c'est pour le personnel de santé. Non. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, docteur. Ce n'est plus le cas. Nous tous nous devons porter les masques. Quand tu portes ton masque, tu gardes tes injections pour toi. Moi aussi, je garde et on se protège mutuellement. Donc c'est pour cela qu'on nous dit de porter les masques. Nous devons porter les masques avant de sortir. Quand tu vas au marché, heureusement que le gouvernement a pris une décision de rendre obligatoire le port de masque dans les marchés. Et il y a également les amendes qui sont également déclarées. Aujourd'hui, au marché, on te prend sans masque, tu dois payer une amende. Donc, c'est très important également le port de masque. Maintenant, on nous dit également, on doit, quand on veut éternuer, on nous dit de le faire dans le creux du coude. Exact. Dans le creux du coude, c'est vrai. On dit mesure de distanciation 1 mètre. Si nous regardons la mesure de distanciation 1 mètre, quand je parle, mes projections ne viennent pas à vous. Vous êtes d'accord? Quand je parle. Tout à fait. Quand je calme, mes projections restent dans mon environnement ici. Mais quand j'éternue, mes projections peuvent venir vers. Il y a une pression. Donc, voilà. Il peut venir vers toi directement. Donc, quand je tousse dans le creux du coude, ça veut dire que je cadre ces projections et il ne peut pas venir vers toi. Donc, quand on dit sensation d'au moins 1 mètre, oui, c'est vrai. Ça, c'est pour les projections, quand on se parle. Donc, la chance qu'elle s'atteigne est très, très, très faible. Mais pour éternuer, bien pour tousser, il vaut mieux, on doit tousser dans le creux du coude, bien dans un mouchoir jetable et qu'on met dans une poubelle, bien avec couvercle. Donc, autre mesure aussi, c'est également, vous en aviez parlé légèrement, ça concerne la distanciation sociale. Oui. Par contre, cette mesure-là, elle a du mal à être respectée. Quand vous sortez un peu dans la ville, dans les coins-recoins, vous constatez qu'il y a souvent 2 ou 3, 4 personnes qui sont ensemble en train de discuter sans masque. C'est une situation vraiment qui interpelle, docteur Kalao. Je pense que cette situation interpelle partout, dans les marchés, partout sur les lieux publics, même aujourd'hui dans l'information sanitaire. Dans les transports. Oui, dans les transports, tu vois des gens qui sont vraiment confinés. Oui. Dans un taxi de 5 places, tu les vois à 6, 7.
Les gens ne continuent pas à le faire. Mais je pense qu'il faut que les gens comprennent que c'est pour leur intérêt. C'est pour l'intérêt, c'est pas pour l'intérêt des gouvernants, c'est pas pour l'intérêt des autorités sanitaires, ni pour l'intérêt des comités locaux qui sont créés dans les préfectures, ni l'intérêt de la Coordination nationale de la gestion de la riposte. C'est pour nous tous notre intérêt. On doit vraiment faire tout pour respecter ces mesures barrières, les mesures de distanciation, le port de masque. Aujourd'hui, on doit mettre le port de masque dans nos habitudes. On doit porter le masque, sinon ça ne passe pas. Mais je pense qu'il y a un travail de fond qui est fait localement au niveau des mairies, au niveau des communes et dans les préfectures. Il y a des équipes de veille qui sont là, qui vont dans les marchés, sur les lieux publics et qui essaient d'agir. Et je pense que petit à petit, les gens vraiment vont comprendre. L'autre aspect que je voudrais aborder, est l'allègement du couvre-feu. Les gens ont compris par l'allègement du couvre-feu que la maladie est finie. Non. Ce n'est pas le cas, docteur. Au contraire. Au contraire, je pense que le gouvernement a pris cette décision d'alléger le couvre-feu. C'était par rapport à une étude qui a montré dans le Grand Lomé que la pandémie était stable. La pandémie était stable, mais c'était sur une période donnée. D'accord. Vous avez vu, juste après l'allègement du couvre-feu, il y a une flambée. Je ne dis pas que c'est lié à l'allègement du couvre-feu. Vous aviez parlé tout à l'heure du cas des ouvertures de frontières du Ghana. Voilà. Donc, on doit saisir que nous devons continuer par composer avec le Covid-19. Le Covid-19 ne pourra pas disparaître comme ça. Dans les changements de comportement, le respect des mesures barrières, ce sont toutes ces mesures qui vont nous permettre vraiment d'éradiquer le Covid-19. Vous parliez tout à l'heure de responsabilité. Certains imaginent que peut-être dans un mois, dans 2 mois, cette affaire va rester derrière nous, mais apparemment dans votre domaine, au niveau du domaine scientifique, dans le domaine médical, ce n'est pas le cas. Il va falloir faire avec. Vous confirmez cela? Vous dites que c'est ça? C'est ce qui va se passer? Je confirme qu'il faut faire avec. Parce qu'il y a même des études. Je pense que des voix les plus autorisées auront parlé de cette étude. Il y a des études au Togo qui ont montré que nous n'avons pas encore atteint le pic de la maladie. Il y en a même qui projettent le pic de la maladie en 2021. Donc, au Togo? Oui, bien sûr. Mais c'est grave, ça. Oui, voilà. Bon, en fait, quand on fait ces études, il y a des hypothèses qui sont émises. L'hypothèse où les gens ne respectent pas les mesures barrières. Il y a l'hypothèse où les gens C'est lié à ça? Oui. Il y a l'hypothèse où les gens ne respectent pas les mesures barrières. Donc, ça voudrait dire que si les gens ne respectent pas les mesures barrières, il y aura toujours les contaminations, il y aura toujours des cas. Et voilà, le pic sera... Le pic ne viendra pas maintenant. Donc, le pic sera projeté plus tard. Mais si les gens respectent les mesures barrières, moi je me dis, d'ici 3-4 mois, on va arriver quand même au bout de cette maladie. Donc il y a les hypothèses. L'hypothèse la plus plausible, c'est que les gens respectent les mesures barrières, scrupuleusement les mesures barrières. C'est important. C'est très, très important. Ah oui, pour lutter contre ce Covid, on n'a rien d'autre à faire que de respecter ces gestes barrières. Alors, il y a également ce phénomène, docteur Kalawa Sima, d'information, de désinformation, surtout à l'heure des réseaux sociaux. Vous rencontrez des informations extraordinaires qui parlent de telle décoction qui guérit le coronavirus, tel médicament qui aurait été découvert dans tel pays. Alors, comment vous, dans votre domaine médical, vous arrivez à circonscrire un peu cette flambée d'informations, de désinformation, pour ne pas dire de fake news? Bon, je pense que il y a, pour contrer ces fake news, il y a des émissions comme celle-là où nous utilisons vos tribunes pour apporter l'information la vraie à nos populations. Il y a également d'autres plateformes qui sont là et qui travaillent dessus. Il y a également le gouvernement qui essaie de communiquer là-dessus, de rétablir la vérité des faits. Je le dis et je le réitère, jusqu'au jour d'aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on rentre dans ce studio, le coronavirus, du moins le Covid-19, coronavirus découvert en décembre 2019, n'a encore pas de médicaments spécifiques. Ça, c'est un fait. Quand les gens disent qu'il y a des décoctions ou bien de l'alcool qui guérit le coronavirus, c'est faux. Moi, je dirais plutôt que quand vous prenez de l'alcool, vous vous précipitez à ce que le coronavirus, une fois que vous l'aurez
vous l'aurez en vous, vous précipitez la forme grave de la maladie, voire même la mort. Parce qu'on a dit que les maladies chroniques font le lit de la maladie. Quand tu as une maladie chronique, ça veut dire que tu es une personne à risque. Tu prends beaucoup plus la maladie, ça c'est un. Et quand tu prends la maladie, tu es beaucoup plus à même de faire la forme grave et qui amène vers le décès. Vous voyez un peu? Alors que l'alcool, quand on parle de l'alcool, est un facteur de risque des maladies chroniques. Quand on prend le diabète, l'hypertension artérielle, d'autres pathologies, quand vous prenez de l'alcool, ça veut dire que ça vous entraîne vers ces maladies chroniques. Donc au contraire, en cette période de Covid-19, nous devons donc laisser l'alcool et essayer de manger équilibré, boire de l'eau. L'eau, c'est la meilleure des boissons. On nous l'a appris à l'école primaire. Et donc, se fier aux sites officiels qui peuvent donner des informations. WhatsApp, c'est vrai, c'est bien. Mais des fois, WhatsApp peut nous induire en erreur. Vous voyez un peu? Donc, moi, je le dis, je le réitère, le Covid n'a pas encore de médicaments. Il n'y a pas de médicament spécifique. C'est-à-dire qu'un médicament qu'on donne à un malade qui a le Covid et il guérit. Ça, c'est un. Le deux, le Covid n'a pas également de vaccin. Ça veut dire qu'on te donne un médicament, un vaccin, c'est un médicament pour te prémunir contre la maladie. Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas ce médicament pour le Covid-19. Je rappelle que nous sommes avec le docteur Kalao Assima, médecin de la santé publique et directeur de la santé au niveau de la préfecture de Golfe et à Guenivé. On va s'intéresser un peu au cas de Djarpanga. Aujourd'hui, quand on prend le nord, quelle est la situation à ce niveau? Je pense qu'au niveau de Djarpanga, la situation est maîtrisée. Djarpanga, parce que nous avons vu les résultats de Djarpanga, beaucoup de prélèvements les contacts des 11 premiers cas confirmés. Donc, ils sont arrivés au bout du suivi et les résultats étaient négatifs. Je pense que c'est une très bonne chose et je pense aussi qu'il y a beaucoup de malades, je n'ai pas les chiffres actuels, mais beaucoup de malades également ont guéri, sont guéris et ils sont également rentrés chez eux. Maintenant, le nouveau foyer, je peux dire que c'est la préfecture de Saint-Cassé, où il y a beaucoup de cas ces derniers temps. Je pense que c'est aussi des voyageurs. Il y en a qui viennent de la Côte d'Ivoire, il y en a qui viennent du Burkina Faso même et du Ghana. Donc Saint-Cassé, il y a aussi la préfecture de Kpendial, Mandouri, également Naki S et même Dapaon. Donc actuellement, il y a beaucoup de cas vers là. Et quand on descend dans la région de la Kara aussi, la région de la Kara, c'est la dernière région à rentrer en épidémie. Pendant longtemps, la région de la Kara n'avait pas de district qui n'avait pas notifié de cas positifs. Oui. Mais je pense que ces derniers temps, il y a la COSA qui est rentrée, qui a eu des cas. Et hier, je pense que c'est la Bina. Il y a aussi Bassar qui est également rentré dans l'épidémie. Mais globalement, on s'est maîtrisé là-bas avec la présence effective des médecins, du personnel soignant. Vous confirmez? Oui, maîtriser, oui, c'est la même chose. Il y a un site de prise en charge, voilà. Il y a le suivi des contacts qui est fait normalement. Donc, je pense que c'est bien. Et mieux encore le samedi. Oui. Donc, il y a 2 jours, je pense qu'on a inauguré une antenne de l'INH, de l'Institut national d'hygiène, donc qui technique les prélèvements des cas qui sont envoyés, donc pour décentraliser. Exactement. Voilà, pour décentraliser ce test au Covid-19, l'INH a créé une antenne au niveau de Kara pour desservir les régions, bien les districts qui sont dans le septentrion. Parce que bien avant samedi, tous les échantillons, même ceux qui quittent Djarpanga, qui quittent les Saint-Cassé, Kpendial, oui. C'est à Lomé, à l'INH. Wow. Donc je pense que l'inauguration a été faite le samedi passé. Ça pourra également soulager. Et le pays également pourra tester beaucoup plus de malades. Ah oui, ouais. C'est bien encourageant. En tout cas, ces mesures mises en place par le gouvernement togolais pour lutter efficacement contre la pandémie
du coronavirus. Le personnel soignant, il est toujours exposé, ça on ne peut pas du tout le nier. Dans certains cas en Europe, on a eu même écho comme quoi certains médecins ont été contaminés, mais bon, ils ont été pris en charge, mais il y en a d'autres qui malheureusement ont succombé. Est-ce qu'aujourd'hui dans votre domaine aussi, dans votre corps, il n'y a pas une psychose qui existe, docteur? Je pense au début, il y avait une psychose, mais nous avons bien expliqué au personnel, en tout cas nos collaborateurs. Oui, vous avez une unité psychologique pour pouvoir leur remonter le moral? Pas forcément une unité psychologique, mais au cours de nos interactions, au cours de nos réunions, nous essayons quand même de leur rappeler que si on respecte les mesures barrières, en tout cas le port des équipements de protection individuelle en milieu de soins, ça, on pourra vraiment éviter cette maladie. Et je vous le dis, et je le répète ici, et nous faisons pratiquement, ceux qui sont au devant de cette lutte au niveau de notre préfecture, de notre direction, pratiquement chaque fin de semaine, on les fait pleuver. Et je vous le dis, on est très content parce que depuis pratiquement 2 mois et demi que nous sommes sur le front, nous n'avons pas enregistré de contamination au sein de notre personnel. Au sein de notre personnel. Il y a également, au CHLME commune, l'unité de prise en charge dirigée par le professeur Iou, il n'y a pas eu de contamination également. Donc, ce qui prouve que les mesures de protection individuelles, les mesures de protection qui sont édictées, le port de masque à tout personnel avant de faire les soins, le port de gants avant d'examiner un malade, changer les gants, ça veut dire quand même que ce sont des mesures qui sont efficaces. Et nous tenons à cela. La dernière fois, dans un centre de santé, nous avons prélevé tout le personnel. Parce qu'à un moment, il y avait une psychose et tout. On a prélevé pratiquement tout le personnel. En tout cas, le personnel du service de médecine, on les a prélevés tout. Parce que ce centre de santé a eu quand même à notifier beaucoup de cas. Et donc, à un moment, il se disait, est-ce que ça là, ok. Vous avez quand même porté les équipements de protection individuelle, je suis d'accord. Donc, si vous n'avez pas confiance, faisons le prélèvement. On a fait un premier prélèvement. Ils ont continué par travail. On a fait un premier prélèvement. Tout le monde était négatif. 14 jours plus tard, on a reconduit. Tout le monde était également négatif. Donc, nous étions en train de leur dire donc, les mesures de protection sont vraiment efficaces. Nous devons continuer par utiliser ces mesures de protection, insister sur le tri des malades, trier les malades. Quand un malade est vraiment suspect, l'isoler et l'examiner avec toutes les précautions possibles, et en leur disant également que même si un malade n'est pas suspect, on doit l'examiner avec toutes les précautions possibles. Et non se précipiter en disant qu'il est atteint par le Covid. Oui, parce que je le dis parce que 80% des cas, c'est décrit dans les statistiques, de 80% des cas n'ont pas de signes. Voilà. Ça veut dire que c'est des gens qui vont librement à leurs occupations. Sont bien portants. Bien portants, c'est comme vous et moi, mais ils ne continuent pas à transmettre la maladie. Donc c'est pourquoi... Ça, c'est dangereux. C'est très dangereux. Donc c'est pourquoi nous leur disons, nous devons considérer tout le monde aujourd'hui comme potentiel malade du Covid. Surtout nos personnels de santé, tous ceux qui présentent les centres, qu'ils soient même dans la rue comme au centre de santé. Donc nous devons faire extrêmement attention. Si on nous dit que 80% de ceux qui ont le virus n'ont pas de signes, ils ne présentent aucun signe. Et c'est vrai ce que je vous dis. Ces derniers temps, dans mon ressort territorial, pratiquement tout ce qu'on dépiste, c'est des gens qui n'ont aucun signe. Pratiquement, je vous dis, pratiquement. Je peux dire même 90% ces derniers temps. Ils n'ont aucun signe. Peut-être c'est au cours, ils sont revenus d'un voyage, on a fait un prélèvement systématique, ou bien on a fait le suivi pendant 14 jours. Donc, ils étaient en contact, on a fait le suivi pendant 14 jours, on fait le prélèvement et le prélèvement revient positif. Et donc, vous voyez un peu. Donc, nous devons vraiment saisir cela pour insister encore sur les mesures de distanciation, en tout cas les mesures barrières, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en droit de nous dire que tout le monde est porteur du virus. Surtout en milieu de soins, nous devons examiner tous les usagers comme étant malades potentiels de Covid-19. Docteur Assima Kalao, avant votre mot de conclusion, j'ai envie de vous poser cette question. Je sors en tant que père de famille ou mère de famille, je reviens à la maison. Quel est le geste que je dois poser d'abord avant de pouvoir être en contact avec mes enfants, mon époux ou mon épouse?
vous sortez à la maison, donc ça veut dire que vous êtes allé prendre des risques. Je suis parti au service, au marché, bien sûr. Tout ce que vous voulez, docteur. Voilà. Que vous allez prendre des risques. Donc d'abord, vous rentrez avec votre masque, vous rentrez masqué. Tout à fait. Donc, et vous rentrez à la maison, on vous ouvre. Logiquement, vous-même, vous ne devez pas ouvrir. On vous ouvre. Maintenant, vous vous démasquez, vous enlevez votre masque, vous mettez dans une poubelle bien couverte. Oui. D'accord. Maintenant, vous lavez les mains. Vous lavez bien les mains, surtout si vous avez porté des manches courtes. Donc lavez la main à l'eau et au savon. Oui. Donc jusqu'au niveau du coude. Bras. Voilà, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà. Et maintenant, ce que vous avez porté, nous préconisons de le garder séparé. D'accord. Donc les vêtements que je les change. Oui, vous les enlevez et vous les mettez. Si vous arrivez en plein jour, c'est recommandé peut-être de sécher ça, de sécher la vie. Mais si ce n'est pas en plein jour, peut-être dans votre chambre, vous mettez ça quelque part. Donc vous mettez peut-être après, ou bien carrément vous arrivez, on met ça dans un seau et on lave. Si c'est déjà ça, et on lave. Également les chaussures. Il serait vraiment bien intéressant quand on arrive, de désinfecter la plante des chaussures, le bas des chaussures, peut-être avec une eau chlorée. Il y en a qui le font avec du gel hydroalcoolique, parce que quand nous marchons, quand les gens crachent, comme on l'a dit, le virus est contenu dans la salive et tout. Quand les gens crachent, bien quand les gens éternuent, ils laissent, voilà. Donc vous pouvez prendre le virus sur la plante et puis à travers vos chaussures. Donc c'est ce que nous recommandons généralement. Et aussi, vous pouvez aussi désinfecter vos portables quand vous arrivez à la maison. Si vous avez un peu de gel, donc essayez de nettoyer un peu avec un petit mouchoir, nettoyer un peu le portable. Le téléphone, recto verso. Voilà. Bon, maintenant, si vous savez que vous prenez beaucoup de risques comme nous, agents de santé, donc généralement, nous mettons un système en place pour que nous ne soyons pas trop en contact avec la famille. Avec la famille, justement. Avec la famille. Alors, votre mot de conclusion, docteur Kalawa Assima? Mon mot de conclusion, c'est déjà de vous dire merci à Sport FM. Et ça fait plaisir de travailler, d'animer des émissions à Sport FM. Donc, et l'autre mot, c'est de dire à la population togolaise que le Covid-19, coronavirus, il est vraiment dans nos murs. Actuellement, il y a des cas tous les jours. Il y a même, je pense que le vendredi, on avait 35 cas. Non, c'est le samedi. Samedi, on avait 35 cas. Ça veut dire que la pandémie, l'épidémie, elle est vraiment là. Et actuellement, toutes les régions sont touchées. 34 des 44 districts sanitaires au niveau du pays sont touchés. Et nous devrons vraiment prendre conscience de cela. Et cette maladie, elle n'a pas encore de médicaments. La seule arme efficace que nous avons pour lutter contre cette maladie, c'est le respect des gestes barrières. Nous devrons tout faire pour comment l'appelle-t-on, utiliser ces gestes barrières. En tout cas, faire tout pour respecter ces gestes barrières. Je vais rappeler certains de ces gestes barrières. Le lavage des mains. Nous devons laver les mains. Nous devons laver les mains pratiquement tout le temps. Chaque 30 minutes, chaque 45 minutes, si tu as un dispositif de lave-mains dans ton bureau bien, ou là où vous êtes. S'il n'y en a pas, utilisez le gel hydroalcoolique. Le port de masque, portons également les masques. Masques pour sortir, pour aller au marché, pour nous protéger les autres. Et quand nous sortons, faisons tout pour garder une distance sociale, une distance physique d'au moins 1 mètre entre nous. Quand nous voulons également éternuer dans le creux du coude, ou bien éternuer dans un mouchoir et jetable, et ensuite jeter dans une poubelle avec couvercle. Voilà quelques mesures que nous pouvons rappeler ici aux auditeurs de Sport FM pour nous aider à combattre efficacement cette maladie qui est le Covid-19. Mille merci, docteur Kalawa Assima. Merci d'avoir échangé avec nous. Ça a été un plaisir. Merci à vous également. Merci également aux directeurs de la radio pour l'invitation.
Merci à toutes et à tous. Nous étions en compagnie du docteur Kalao Assima, médecin de la santé publique et puis directeur de la santé au niveau de la préfecture du Golfe et à Gonivé. Oui, vous aviez suivi attentivement tout l'entretien. Nous espérons que vous avez pu garder l'essentiel et surtout respectons les mesures barrières. Protégeons-nous et protégeons les autres. La mise en onde de ce numéro a été signée par Théo Javon. La vidéo est l'œuvre de Elom Adovon à retrouver sur radiosportfmtg.com. On se retrouve très prochainement. À très bientôt.